Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette 5e vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la dimension économique et financière de la gestion déléguée. Pour cela, nous aborderons successivement 3 sujets. Tout d'abord, les facteurs qui font de la gestion déléguée un mode de gestion efficient. Ensuite, la nature et la forme des recettes et les différents mécanismes de paiement utilisés en gestion déléguée. Enfin, les structures et sources de financement utilisées par les opérateurs pour financer les projets d'investissement dans les contrats de gestion déléguée. Rappelons tout d'abord les ressorts économiques de la gestion déléguée. D'un point de vue économique, 3 facteurs font de la gestion déléguée un mode de gestion efficace d'un service public. D'abord, la gestion déléguée permet de conjuguer la logique publique de défense de l'intérêt général avec la logique privée de rentabilisation des capitaux investis. La coordination de ces deux logiques a priori opposées peut dynamiser la gestion du service et être source de création de valeur pour l'usager et le citoyen. Ensuite, la gestion déléguée permet de répartir les risques entre la personne publique et un opérateur privé. En confiant la gestion d'un risque à la personne la plus à même de le maîtriser, c'est-à-dire d'en limiter les effets négatifs et ou d'en maximiser les bénéfices, elle contribue à réduire le coût du service et à en améliorer la qualité. Enfin, la gestion déléguée repose sur un contrat. La gestion est donc confiée pour une durée déterminée. Et au plus tard, à la fin de ce contrat, il sera procédé à une évaluation de l'efficacité du service. Vous aurez alors tout le loisir de procéder à un changement de mode de gestion ou d'opérateur lors de la remise en concurrence. Intéressons-nous maintenant à la nature et à la forme des recettes des différents mécanismes de paiement en gestion déléguée. Selon la forme organisationnelle et juridique retenue, le service délégué peut être financé par 3 formes de recettes. Il peut tout d'abord être financé par l'usager en contrepartie du service qui lui est apporté à travers un tarif. C'est le cas par exemple dans les contrats d'affermage portant sur l'approvisionnement en eau potable. Une grille tarifaire reflétant la politique de la collectivité, par exemple en matière de politique sociale ou familiale, est alors contractualisée avec l'opérateur pour la durée du contrat. Le service délégué peut également être financé par la personne publique à travers des subventions, versées pour compenser le déficit structurel du service. C'est le cas par exemple des concessions dans le domaine des transports publics urbains, où les recettes perçues par les usagers ne permettent pas de couvrir en totalité les charges d'investissement, ni même d'exploitation du service. On parle alors de subventions forfaitaires d'exploitation et ou de subventions d'équipement, selon que le montant vient couvrir une partie du déficit d'exploitation ou limiter le montant mis à la charge de l'opérateur privé pour construire des équipements nécessaires à la fourniture du service. Par exemple, une ligne de tramway. Enfin, il peut être financé par un paiement effectué par la personne publique en contrepartie de la mise à disposition d'un équipement. C'est le cas, par exemple, dans un contrat de partenariat pour la construction d'un centre technique municipal. On parle alors de redevance. Cette redevance comprend plusieurs composantes, venant couvrir de façon transparente le remboursement des capitaux investis, les coûts de financement et d'opération, de maintenance réalisés par l'opérateur. Certaines formes de gestion déléguée laissent à l'opérateur privé la possibilité d'utiliser l'équipement de service public pour générer des recettes annexes. Ces recettes ne portent pas sur l'activité de service public elle-même, mais sur des activités accessoires. C'est par exemple le cas du développement d'une offre de type remise en forme dans un centre aquatique intercommunal ou de la location d'espaces hors des périodes d'enseignement dans une université. Ces recettes annexes permettent de réduire le coût du service public pour l'usager et ou pour la personne publique. Évoquons maintenant les mécanismes de rémunération.
La rédaction des clauses de rémunération des contrats requiert toute votre attention. Elle doit en effet veiller à ce que l'ensemble du mécanisme incite l'opérateur à être performant. Pour ce faire, veillez à définir précisément des objectifs de performance dans leur nature, leur niveau attendu, des modalités de mesure objectives et une formule explicite d'ajustement corrélatif de la rémunération. Lorsque l'opérateur est soumis à un risque de fréquentation, dans le cas d'un affermage en stationnement par exemple, il est d'ores et déjà structurellement poussé à être performant pour attirer le maximum d'usagers. Il peut cependant être pertinent de renforcer cette incitation naturelle par des mécanismes de bonus-malus. Dans un contrat de partenariat, l'opérateur ne commencera à être payé que lorsqu'il aura mis à disposition l'équipement à la personne publique. Il est donc fortement incité à tenir les délais et les coûts de construction annoncés au moment de la signature du contrat. Au stade de l'exploitation, le mécanisme pourra prévoir un ajustement de la rémunération en fonction de la performance de l'opérateur. Ainsi, par exemple, dans un contrat de performance énergétique portant sur un lycée, l'opérateur verra sa rémunération réduite significativement si les économies d'énergie auxquelles il s'était engagé ne sont pas au rendez-vous. Les conditions financières d'une gestion déléguée sont généralement fixées pour la durée du contrat. Elles sont périodiquement révisées par l'application d'une formule contractuelle permettant d'ajuster la rémunération de l'opérateur en fonction de l'inflation, qui s'applique à ses charges. Ces formules intègrent souvent des parts fixes, incitant l'opérateur à faire des gains de productivité et à les partager avec l'usager et ou la personne publique. Venons-en pour finir aux structures et aux sources de financement utilisées par les opérateurs pour financer les projets d'investissement. Certaines formes de gestion déléguée portent sur une mission globale intégrant, outre l'exploitation du service, la conception, le financement, la construction et la maintenance d'un ou plusieurs équipements publics. C'est le cas des concessions, comme par exemple celle du tramway de Reims, et des contrats de partenariat, comme par exemple celui du Grand Stade de Lille Métropole. Dans ces cas, l'opérateur est en charge de lever les financements nécessaires. Trois grandes approches coexistent. Soit par le biais d'un financement dit corporate. L'opérateur privé mobilise directement les ressources de son bilan pour financer le projet. C'est le cas par exemple du viaduc de Millau lors de son financement initial. Soit pour les projets immobiliers simples, par le biais d'une solution de type crédit-bail immobilier, par lequel la filiale dédiée d'une banque financera en totalité le projet avant de le remettre à disposition de la personne publique. C'est le cas, par exemple, de nombreuses gendarmeries. Soit enfin, par recours à la technique du financement de projet, qui consiste à lever des financements spécifiquement pour le projet considéré à travers la capitalisation et l'endettement d'une société dédiée au projet. C'est le cas, par exemple, du Grand Stade de Lille Métropole. Pour les projets de gestion déléguée d'une taille supérieure à 50 millions d'euros, les ressources financières mobilisées peuvent être de nature variée. Des fonds propres apportés par les actionnaires, des dettes subordonnées, des dettes seniors bancaires, voire de la dette obligataire, comme ça a été le cas pour la Cité de la Musique sur l'île Seguin. Chacune de ces sources de financement présente un couple exposition au risque, rémunération, qui lui est propre. La structuration de ces différentes ressources se fait principalement dans la perspective d'atteindre un bon équilibre entre, d'une part, la résistance de la structure aux aléas du projet, ce qu'on appelle la robustesse, et d'autre part, la limitation du coût de financement. Dans ces montages, les prêteurs de dette ont généralement un recours limité sur les actionnaires de la société dédiée. La dette est rémunérée et remboursée par les seules recettes du projet, comme les tarifs ou la redevance. La personne publique peut faciliter la levée de financement par l'opérateur privé par l'octroi de garanties, comme par exemple des cessions d'AI, des garanties de trafic, l'apport de fonds ou d'apports en nature, par exemple des terrains, des bâtiments existants. La gestion déléguée permet alors à la personne publique d'externaliser le financement de certains équipements et de mobiliser ses ressources financières propres pour d'autres projets.
sous certaines conditions très strictes relatives à l'allocation des risques, la dette portée par les contrats de gestion délégués peut ne pas être inscrite au passif de la collectivité. En conclusion, lorsqu'elle est mise en œuvre à bon escient et bien maîtrisée, la gestion déléguée est une solution performante pour assurer le financement du développement et de l'exploitation des services publics.